Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 76 avec Julien Perron. En fait, ce qui fait défaut à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'on est dans un système qui nous enferme dans un seul et même modèle ou dans une seule et même boîte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être réellement qui on est. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, et moi c'est ce que je découvre dans mes activités, arrivé à 50 ans, eh ben, il y a un burn-out, ou il y a une prise de conscience, ou il y a un déclic, parce que ces personnes-là sont occupées de leurs enfants, ils sont occupés de leur mari ou de leur femme, ils ne sont surtout pas occupés d'eux. Et un jour, paf, il y a un déclic. Alors ça peut être un accident, ça peut être un burn-out, ça peut être une personne qui décède autour d'eux, ça peut être tout et n'importe quoi, mais il y a un déclic et généralement ça arrive à 50 ans et là, du coup, ça y est, ils ont envie de donner un sens à leur vie, ils ont envie d'être plus en connexion avec leurs valeurs, avec qui ils sont profondément et ils ont envie d'aider les autres. Je m'appelle Manal et j'ai lancé ce podcast dans le seul et unique but de vous aider à devenir un peu plus chaque jour une meilleure version de vous-même. Cela fait 3 ans maintenant que je vous emmène avec moi chaque semaine à la rencontre d'une nouvelle personnalité pour découvrir les secrets de sa réussite. J'ai choisi de recevoir uniquement les meilleurs dans leur domaine. Des personnes qui ont des parcours intéressants et atypiques et qui acceptent de partager leurs conseils et leurs expériences. Mon but est de vous apporter des réponses concrètes et des conseils pratiques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui et qui vous aideront à passer au niveau supérieur. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre de Julien Perron, un entrepreneur et réalisateur qui a réussi à créer des projets très ambitieux autour de l'éducation et vous savez à quel point c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il a notamment réalisé 2 documentaires qui sont diffusés dans plus de 30 pays différents, alors qu'il n'avait au départ aucune expérience dans ce domaine. Il partage également sa vision du système éducatif et les solutions qu'il préconise pour créer une école alternative qui corresponde davantage aux besoins actuels. Vous allez découvrir son parcours en tant qu'entrepreneur, la manière dont il gère son business et l'importance de créer différentes sources de revenus et plein d'autres choses passionnantes sur les secrets de sa réussite. Comme d'habitude, je terminerai cette émission en partageant avec vous les 3 meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Julien Perron. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et seulement quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action. Avant d'aller plus loin, j'aimerais prendre le temps de vous remercier d'être aussi nombreux à écouter ce podcast et à m'envoyer des messages hyper positifs. C'est toujours un immense plaisir de vous lire et j'ai justement sélectionné un message que l'un d'entre vous m'a laissé sur Apple Podcast et que j'aimerais partager avec l'ensemble de la communauté du Manal Show. Il s'agit de Dounia qui a mis 5 étoiles avec ce titre « Super podcast motivant » et elle a ajouté « Je suis tombée sur le Manal Show par hasard sur YouTube et depuis je ne peux plus m'en passer. Tous les matins j'écoute un podcast pour me remotiver et m'aider à devenir la meilleure version de moi-même. Continue comme ça Manal et qui sait, peut-être qu'un jour je ferai partie des invités avec une belle histoire à raconter grâce à ce programme. » Eh bien écoute Dounia, je serai très heureuse de te recevoir dans ce podcast. Sache-le, c'est une excellente idée et j'ai vraiment hâte de pouvoir te rencontrer. Donc aucun souci, tu es la bienvenue. Merci beaucoup en tout cas pour ce magnifique message et merci aussi d'avoir pris le temps de partager ton feedback parce que clairement, c'est ce qui m'aide le plus à faire grandir ce podcast. D'ailleurs, si vous aussi, vous souhaitez faire comme Dounia et me laisser un avis, eh bien c'est simple. Rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Je sais que vous êtes nombreux à m'écouter notamment sur Apple Podcast, Spotify, Castbox, SoundCloud ou encore YouTube. Abonnez-vous et laissez-moi un petit message personnel. Je passerai vous lire et je vous sélectionnerai peut-être pour le prochain épisode. Alors soyez créatifs. Enfant, il n'imaginait pas tout le potentiel qu'il avait en lui. En effet, dès la primaire, il est diagnostiqué comme étant dyslexique et dysorthographique, des étiquettes difficiles à porter pour un petit garçon qui avait des rêves plein la tête. En réalité, nous sommes tous différents à notre manière. Et très vite, il a décidé d'en faire une force et de cultiver cette différence pour en faire quelque chose de positif. Il comprend que le système éducatif n'est pas forcément adapté à ses attentes et que c'est par l'expérience qu'on apprend des choses, une philosophie de vie qui devient son mantra et qui le pousse à entreprendre de grands projets.
Passionné par le voyage, il parcourt alors le monde et rencontre des personnes qui vont le conforter dans sa mission. Imaginez une école alternative où l'épanouissement serait possible pour chaque individu. Aujourd'hui, il existe de nombreuses possibilités, méthodes, recherches et points de vue autour de l'éducation. Son travail est de rendre accessibles toutes ces informations au plus grand nombre pour éveiller les consciences et faire bouger les choses. Son parcours est une source d'inspiration pour toutes les personnes qui souhaitent sortir de leurs conditions et aller au-delà des préjugés. Il est l'exemple même qu'en partant de rien, on peut aussi réussir à faire de belles choses. Fondateur du festival L'école de la vie, réalisateur et producteur des documentaires C'est quoi le bonheur pour vous et L'école de la vie, une génération pour tout changer, entrepreneur et conférencier, il est avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions. Julien Perron, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté mon invitation. avec plaisir. Alors Julien, je commence toutes mes interviews avec la même question qui est fondamentale pour moi. Pourquoi? Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui? C'est de participer à un changement, planétaire, c'est d'apporter une pierre positive, sur notre planète, c'est d'inspirer les gens, c'est, d'essayer de faire en sorte que le maximum de personnes puissent poser un regard vraiment très différent sur ce qui nous entoure, en fait, sur tout, sur beaucoup de choses. Mais ouais, c'est vraiment ça, D'avoir un impact positif, oui, c'est de ça, laisser ouais. quelque chose derrière vous. Ouais, je me dis que si on était au moins peut-être 50 de la population à faire la même chose, chacun avec nos énergies, avec, notre personnalité, notre réseau, qui on est, je pense qu'on serait dans une société vraiment différente C'est et vrai. j'essaye, de faire du mieux que je peux pour montrer que je suis un citoyen lambda, j'ai rien d'extraordinaire. C'est juste qu'à un moment donné sur mon parcours, j'ai découvert mes excellences assez tôt, j'ai vu dans quoi j'étais bon et puis j'ai mené toute une réflexion en fait où je me suis dit: «Mais comment je peux mettre à contribution mes excellences pour les autres? Quels sont mes besoins du quotidien?» Et à partir de là, j'ai commencé à créer, mon entreprise à 23 ans. Oui, c'est vrai, vous avez commencé assez tôt et je le disais dans la Ouais. présentation. Aujourd'hui, vous faites pas mal de choses. Vous êtes réalisateur, producteur, entrepreneur, conférencier. C'est des choses très intéressantes, hein. Mais est-ce qu'il y a une activité qui prend le dessus sur toutes les autres? Est-ce qu'il y a une chose à laquelle vous consacrez un peu plus de temps? Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on commence à avoir plusieurs casquettes. Donc, au départ, quand j'ai créé mon activité, pour reprendre depuis le début, en 2003, j'ai créé un réseau qui s'appelle Néhorizon Travel et qui est un réseau qui regroupe des agences de voyage et des hébergements qui sont orientés sur du bien-être et sur de l'éco-responsabilité. Et donc, au départ, bah, c'était quelque chose de tout nouveau dans le monde du tourisme. Donc, on a créé un marché qu'on appelle maintenant le marché du tourisme éco-responsable. C'est vrai, vous avez été plutôt novateur. Ouais. Et donc du coup, ça nous a amené après à créer l'agence Néo Bien-être, qui est une agence de communication dédiée aux thérapeutes. C'est la seule du genre encore à l'heure d'aujourd'hui. Donc on accompagne les thérapeutes à développer leur activité. On leur crée des sites internet, des logos, des plaquettes. Moi, je Vous les vous occupez accompagne de entièrement. toute la partie communication, en fait. Exactement, on Mm. fait des ateliers en marketing, en communication, je coach des thérapeutes. Un des constats, en fait, c'est de m'apercevoir que beaucoup de thérapeutes sont souvent très bons dans leur domaine, mais on leur a pas appris à être chef d'entreprise. Oui. Et alors qu'ils sont chefs d'entreprise avant d'être thérapeutes. Donc du coup, j'essaye un peu de les déconditionner. Donc oui, c'est Néo Bien-être. Puis Néo Bien-être, maintenant, ça englobe beaucoup de choses, comme je vous le disais. C'est le festival pour l'école de la vie, c'est le congrès innovation d'éducation, c'est les 2 films, c'est un jeu de cartes qui va sortir bientôt qui s'appelle «C'est quoi le bonheur pour vous?» Ah, génial. Donc il y a beaucoup de choses, ouais, qui reposent un peu sur l'agence Néo Bien-être, ouais. Oui, d'accord. Donc ça, c'est vraiment la base qui vous a ouvert d'autres opportunités. Est-ce que Néo Bien-être, c'est un business de niche que vous aviez identifié tout au fil du parcours, ou est-ce que vous vouliez dès le départ en fait apporter cette notion d'éthique dans votre travail? Ah oui, alors ça, c'était vraiment très important pour moi et j'ai vite déchanté d'ailleurs parce qu'à 23 ans, j'ai basculé, salarié pour créer ma boîte. Pour l'anecdote, je dis très souvent, c'est quand même important de le savoir, j'étais dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés au 6e étage sans ascenseur à Paris, Ouais. comme beaucoup d'étudiants, hein, j'imagine maintenant. J'avais pas d'argent, pas de diplôme, je maîtrisais pas du tout le secteur du tourisme et pourtant j'y ai cru. En fait, j'ai cru en moi et ça, je crois que c'est un des leviers et un point de départ pour peut-être beaucoup d'entrepreneurs qui ont envie de se lancer, c'est croyez en vous. Vraiment faites-vous confiance, écoutez pas votre entourage, parce que même s'ils sont bienveillants et qu'ils veulent beaucoup de bien, généralement, ils vont, vous transférer leur peur. Ça a Donc, été votre cas, vous? Est-ce que vous avez entendu justement des personnes de votre ouais. entourage vous dissuader un peu d'entreprendre?
Ah oui, oui, complètement, oui, oui, au départ, c'est la famille, c'est les amis les plus proches, parce qu'ils ont juste peur, en fait, pour nous, ils s'inquiètent, donc c'est un peu le discours commun, hein. J'imagine que beaucoup de chefs d'entreprise ont dû entendre, c'est: «Attention au chômage, est-ce que ton activité, ça va marcher? Tu maîtrises pas forcément, le secteur, est-ce que tu es bien entouré?» Enfin, toutes ces questions, que les autres peuvent se poser alors que vous, vous êtes sûr de vous. Vous avez cette intuition, en fait, que ça va marcher et je peux comprendre que pour l'entourage le plus proche, ça peut être compliqué, hein, de se dire, enfin, surtout dans ma situation. En plus, je suis dyslexique et dysorthographique, je me lance dans une agence de communication, on doit être très bon en orthographe et en grammaire. Enfin, Oui. je les comprends et donc du coup, ouais, Néo Bien-être, c'était vraiment de dire, voilà, on peut créer une entreprise avec des valeurs et une éthique. Ce qui était, j'avais le sentiment d'être un peu seul à l'époque, donc j'ai découvert le monde de l'entreprise et j'ai découvert que, bon, on était dans un monde un peu de requins et que les chefs d'entreprise, bah, ils n'avaient pas forcément de l'éthique et des valeurs jusqu'au jour où j'ai découvert un réseau qui s'appelle Entrepreneurs d'avenir. Si je ne dis pas de bêtises, c'est l'ancien directeur général de Psychologie Magazine qui avait créé ce réseau à l'époque D'accord. et qui porte bien son nom, Entrepreneurs d'avenir. C'est des entrepreneurs dans tout secteur d'activité qui sont portés et animés par des valeurs plutôt positives. Et donc, du coup, j'ai commencé à en rencontrer certains. Je me suis dit: «Ah, tiens, chouette, je suis pas seul quand même à créer une activité et à me lancer dans l'entrepreneurial avec en essayant de mettre des valeurs et beaucoup d'éthique». C'est très intéressant ce que vous me dites, Julien, parce que moi, je répète souvent justement que le réseau, c'est quelque chose de très important. On oublie souvent la force, le pouvoir du réseau. Donc vous, c'est en intégrant ce réseau et en rencontrant des entrepreneurs qui étaient dans la même démarche que vous, que ça vous a donné l'impulsion, la force d'aller encore plus loin? Oui, ça a été le déclic. En fait, le 1er déclic, ça a été de me dire: «Si je veux développer mon activité, j'ai pas le choix, il faut que je rencontre du monde». Donc du coup, le réseau. Donc moi, j'étais à Paris à l'époque, c'est assez simple. À Paris, il y a plein de soirées de chefs Mmh. d'entreprise, de petits déjeuners de chefs d'entreprise, des soirées networking, il y en a plein. Donc du coup, j'y suis allé, j'ai rencontré un paquet de monde, c'était très intéressant, jusqu'au jour où j'ai rencontré je crois qu'il était là d'ailleurs, c'était donc l'ancien directeur, hein, Jacques, qui était présent, à une réunion, qui m'a dit: «Voilà, moi, je suis en train de créer un réseau, si ça t'intéresse». J'y suis allé, j'ai rencontré des gens avec qui, le courant passait bien. Et ça a été le début, en fait, de me dire: «Voilà, c'est bien d'aller de réseau en réseau, mais je crois que je vais créer mon propre réseau parce que, c'est Pourquoi? encore Qu'est-ce mieux qui de». vous manquait en fait? Ça vous convenait pas? Vous étiez pas satisfait, des rencontres que vous faisiez? Parce que moi, j'ai une théorie assez spéciale, hein, concernant les réseaux. C'est que vous le dites, c'est vrai, habitant à Paris, je suis, régulièrement invitée à de nombreux événements networking, entre entrepreneurs et cetera. Personnellement, j'y vois pas forcément de choses positives dans le sens où, on fait beaucoup de rencontres, mais ça reste superficiel. On va pas dans, le fond du sujet et finalement, moi, je préfère créer, comme vous l'avez dit, mon propre réseau pour identifier les personnes qui vont vraiment m'aider et utiliser ce temps de qualité avec des gens, bah, qui sont dans la même démarche et avec qui, en fait, on peut aller loin. Je partage votre point de vue à 100. C'est que j'avais vraiment l'impression de distribuer les cartes de visite. Il manquait ce côté où, on va un peu plus loin. J'avais le sentiment que les gens attendaient beaucoup. Ils attendaient beaucoup que ce soit nous que ce soit moi, en l'occurrence, qui fasse la démarche de les appeler et d'essayer de faire quelque chose. Et ils étaient pas dans une dynamique réellement entrepreneuriale, c'était plus l'idée de collectionner des cartes de visite pour synthétiser, qu'autre chose, hein. C'est Mmh. vraiment, pour synthétiser. Et donc du coup, moi, je me suis dit: «Je vais créer mon propre réseau avec des acteurs qui sont vraiment dans mon cœur de métier», donc vraiment dans les médecines douces, le médecine alternative, le développement personnel. D'une part parce que moi, ça va me faire du bien, de rencontrer des gens avec qui je peux parler de tout ça, parce qu'à l'époque, je vous rappelle, en 2003, on parlait pas de yoga, de méditation, Ouais, de c'est vrai. sociologie, d'hypnose, hein, donc moi, quand je parlais de tout ça, j'étais un peu étiqueté, mouvement hippie ou des entreprises pensaient que j'étais une secte parce qu'on parlait de voyage bien-être. Mmh. Donc déjà, ça m'a fait du bien de créer ce réseau parce que j'étais avec des gens avec qui on pouvait parler de tout, il y avait pas de frein. En tout cas, on n'était pas jugés, ça emmenait pas des polémiques ou autre. Donc ça, c'était important pour moi. Et puis après, bah oui, c'était une suite logique parce qu'on commençait déjà à faire des sites internet, des logos pour les thérapeutes et donc du coup, il fallait, enfin, c'est pas qu'il fallait, mais c'était pour moi logique de passer du web où on est sur une forme où, bah, il manque l'aspect physique et qu'on puisse se rencontrer physiquement. C'est tout ce qui manque au web. C'est Ouais. très intéressant, on peut faire de belles choses sur internet, mais à mon sens, il manque après le contact physique et un contact physique, ça remplace pas du Skype ou du WhatsApp ou ou tout autre Ouais, c'est logiciel comme vrai. ça. Bon, en Ouais. tout cas, c'est bien parce que vous avez créé vos propres opportunités finalement et j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit précédemment. Vous avez dit: «J'évite d'échanter, en me lançant au départ». Est-ce que la plupart des business finalement qui se disent éthiques, ne sont pas vraiment éthiques en réalité? Bah, c'est difficile de juger, mais en tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu moi à l'époque, hein.
En fait, j'ai découvert le monde du tourisme et le monde du tourisme, c'est un monde de requins Mmh. et donc du coup, dans C'est-à-dire? c'est-à-dire qu'on s'est fait embêter. On s'est fait embêter par des gros tours opérateurs. On a reçu des mises en D'accord. demeure où on Mmh. nous demandait d'arrêter notre activité parce que soi-disant, on n'était pas dans les clous. Ouais. Mais comme on avait créé un modèle économique et qu'on avait créé un marché qui était inexistant, bah, c'est vrai que les dinosaures, ils étaient pas trop d'accord avec ça. Donc on était très bien entourés, un bon avocat qui nous a bien qui nous a bien défendus en fait, qui a vraiment montré que nous, on était dans les clous. Et c'est à partir de là, je crois, où je me suis dit: «Je vais pas continuer mon activité dans le tourisme parce que je suis pas du tout d'accord avec cette méthodologie qui semblait, quand j'en discutais autour de moi, un peu anodine, en fait, dans le monde du tourisme. Ça se passe comme ça, quoi. Mmh. Donc je me suis dit assez rapidement: «Il faut que je dévide tout ça» et comme on avait déjà des thérapeutes qui s'intégraient de plus en plus dans nos voyages, on s'est dit: «Allez, on va créer une agence de communication pour eux» Ouais, parce que quand on n'est pas aligné de toute façon avec les valeurs et ce qui se passe, mieux vaut faire autre chose, c'est clair, je suis d'accord avec vous. Mais c'est marrant, mmh, hein, parce qu'en fait, la bienveillance qu'on voit dans les spots publicitaires, notamment, des gros tours opérateurs, bah, en fait, c'est qu'une façade. En réalité, c'est pas du tout ça, c'est la guerre. ouais, c'est un peu la guerre, ouais. Mais c'est vrai que c'est assez déstabilisant, surtout quand tu as des acteurs dans le monde du tourisme qui vendent des voyages, spirituels, de bien-être, de zénitude et puis que le lendemain, tu reçois un joli courrier à ton bureau, avec une mise en demeure, quoi. Donc Ouais, c'est clair. C'est assez ouais, paradoxal. ouais, c'est Je peux ça, comprendre que ça surprenne quand même et qu'on ait envie de s'éloigner un peu de tout ça. un peu. Alors, avant d'arriver là où vous êtes aujourd'hui, vous êtes passé par différentes étapes. J'ai parlé notamment de votre dyslexie, pardon, dans la présentation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit et surtout quel impact ça a eu en fait sur votre scolarité? Moi, je fais partie de ces enfants 10 qui ont plutôt bien vécu les choses. Alors, je dis bien parce que je le mets entre guillemets, c'est-à-dire que c'était compliqué parce que je voyais que j'étais différent. Et donc quand on est petit, c'est bizarre à vivre en fait, de sentir qu'on n'est pas comme les autres. On a l'impression d'être un ovni ou d'être un extraterrestre ou d'être totalement bête parce qu'on ne comprend pas les choses comme les autres comprennent autour de nous. Donc ça nous enlève, moi ça m'a fait perdre ma confiance, hein, très clairement. Et puis, c'est déstabilisant parce qu'on fait du mieux qu'on peut, mais vraiment, je me rappelle, essayer de faire du mieux que je pouvais et puis résultat des cours, j'avais des 0 ou des -45 fautes d'orthographe sur mes dictées, et ça, c'est encore plus, Ouais, c'est assez démotivant quand même, hein. ouais, c'est frustrant, ouais, parce que enfin bref et donc du coup, moi, j'ai transformé ça et donc je suis devenu le clown dans la classe et donc je me suis plutôt amusé en réalité dans mon parcours scolaire. Je faisais partie de ces enfants qui étaient au fond de la classe, à côté du radiateur et de la fenêtre et qui étaient en train de déconner avec ses potes. Donc j'en garde pas de mauvais souvenirs, mais je sais qu'il y a beaucoup d'enfants 10 qui le vivent très, très mal et il faut le rappeler parce que c'est vrai que ça peut être très mal vécu. Donc on en vient à ce regard, en fait, sur lequel on peut poser les choses et c'est pour ça que vous me posiez la question, ce qui me motive, c'est ça aussi, hein, c'est d'essayer d'apporter un regard différent sur les choses. Parce que je crois que ça change vraiment beaucoup de choses dans notre vie, quoi. Pour une simple et même situation, on serait tous les 2 ensemble et ben, on vivrait la situation de manière très différente parce Ouais. qu'on porterait un regard très différent dessus. En fait, j'ai l'impression que le problème ne vient pas forcément au départ du fait qu'on vous mette une étiquette sur ce que vous êtes, sur la dyslexie que vous aviez, ou que vous avez encore d'ailleurs. En fait, c'est sur le fait qu'on vous fait comprendre que vous êtes différent des autres. Et on médicalise absolument tout aujourd'hui. On crée en fait des pathologies pour tout et n'importe quoi. Et ça donne en effet le sentiment de ne pas être normal, entre guillemets. Exactement et ça, c'est terriblement frustrant et ça peut être vraiment déstabilisant pour beaucoup d'enfants, parce que c'est vrai qu'on ne vit pas les choses de la même façon et moi, ce qui m'a sauvé, j'en parlais hier sur un duplex qu'on faisait avec une salle de ciné. Il y avait une jeune fille de 16 ans, qui était pas bien et qui avait beaucoup de mal à vivre sa scolarité parce que c'est vrai que visiblement, à l'heure d'aujourd'hui, il y a une pression qui est 10 fois plus importante que ce qu'on pouvait nous avoir à l'époque Oui. et donc c'était compliqué pour elle et j'essayais de lui dire de se faire confiance justement, de se faire confiance et moi j'ai retrouvé cette confiance dans le kung-fu à l'époque. Donc je lui Oui, à disais travers les arts martiaux. exactement et je lui disais: «Peut-être que tu as une passion, il y a quelque chose qui t'anime en dehors évidemment de l'école et donc si tu peux te retrouver là-dedans». En tout cas pour mon histoire, moi c'est clair que c'est là où j'ai vraiment repris confiance en moi. Ouais, d'où l'importance d'avoir une activité extrascolaire. Et ça me rappelle justement l'entretien que j'ai eu récemment avec Mourad Merzouki, qui lui est danseur et chorégraphe. Et pareil, comme vous, il a fait plusieurs années, il a pratiqué les arts martiaux, la boxe notamment, etc. Et il nous disait à quel point c'était important et à quel point ça l'a aidé justement à développer des qualités exceptionnelles qui l'aident énormément aujourd'hui dans son travail. Donc finalement, c'est quelque chose qu'on pourrait conseiller ça à tout le monde, de, Ah comme oui, vous dites, détecter une passion et oui. vraiment, pas juste se dire: «OK, je suis passionné de ça», mais vraiment passer à l'action et
vraiment, pratiquer cette activité de manière régulière pour avoir Mmh. les meilleurs bénéfices possibles. Le développer, ouais. Un message pour moi vraiment très important parce qu'il y a beaucoup de gens, qui baissent les bras assez tôt et ça, c'est pareil à l'école, on nous apprend pas la constance, la persévérance, la patience et c'est tellement utile après dans notre vie de tous les jours, Mmh. donc on devrait nous l'apprendre. Ça fait partie effectivement des soft skills qu'on nous apprend pas forcément. Est-ce que c'est justement cette, mauvaise expérience de l'école qui vous a inspiré et surtout qui vous a motivé pour réaliser votre documentaire qui s'appelle «L'école de la vie»? Je sais en tout cas, je pense que c'est multifactoriel et ça en fait partie. L'école de la vie, c'est, le deuxième film que j'ai réalisé après le film «C'est quoi le bonheur pour vous?» Mmh. et j'ai créé l'école de la vie, en réfléchissant à voix haute. Je pense que c'est beaucoup lié au festival pour l'école de la vie qu'on organise depuis 5 ans Oui. et du festival pour l'école de la vie, je me suis aperçu qu'il y avait un champ de potentiel de professionnels qui est énorme Mmh. et là, je me suis dit: «Bon, je vais partir à leur rencontre, je vais aller les interviewer autour de l'éducation». Donc chaque professionnel avait une thématique et un outil très différent et ce qui nous réunissait, c'était, l'école et l'éducation. Donc pendant ce film, on aborde l'éducation de manière un peu globale et générale avec une direction, c'est quelle serait l'école idéale, quoi. Mmh. Et donc c'est ce qui m'a motivé, je pense, en partie à faire le film «L'école de la vie», avec un postulat de départ que j'ai depuis 25 ans, c'est que tout part de l'éducation. C'est que si on veut une société nouvelle, avec plus de bon sens, avec, peut-être plus d'ouverture d'esprit, avec des gens qui pensent différemment et qui agissent différemment, parce qu'on en a besoin, ça part de là, ça part de l'éducation, donc de l'école évidemment, des parents, donc on a besoin de se déconditionner aussi de tout ce qu'on a appris et donc du coup, je me dis, «Oui, il faut qu'on concentre nos énergies là-dessus», ouais. Tout le monde en réalité doit continuer à apprendre et à se former. Mais justement, vous pensez que le système éducatif actuel, en fait, ne répond plus vraiment aux besoins et aux problématiques de notre époque? En partie parce qu'il faut quand même le souligner et dans un premier temps, j'ai envie de dire qu'il faut remercier les enseignants. Moi, je dis très souvent: «Je défie quiconque d'être enseignant un mois», vous savez, un peu comme dans Vie ma vie, Mmh. pour vivre l'expérience, parce que c'est énorme le travail qu'ils font. C'est dingue, enfin, il faut se mettre en situation. On est face à une trentaine d'élèves qui ont pas envie d'aller en cours, qui sont de plus en plus violents, qui sont pas motivés, en fait, à aller à l'école, face à un enseignant qui lui-même est pas forcément très, très bien, parce qu'il est pas OK avec tout le système dans lequel il se trouve, avec 8 formes d'intelligence possibles devant lui, ouais, c'est challengeant. Comment il fait, pour tenir tout le monde et pour essayer de motiver tout le monde, quoi, C'est d'inspirer un vrai. peu tous ses élèves? Après, on trouve des enseignants qui sont, très, motivés à l'idée de changer les choses parce qu'ils sont prêts à se former et à remettre en question surtout, ce qu'ils ont appris. Et il y en a d'autres Tout à quand fait, même, qui ont cette difficulté à, changer. Bon, ils ont du mal avec le tout à fait. changement. Je le sais parce que moi, j'anime régulièrement justement des workshops, des ateliers, des conférences au sein des écoles, des universités et parfois je me retrouve face à des voilà, des gros murs, en béton, alors qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient bien faire bouger les choses. Mais vous savez, Julien, ici, on n'est pas sur TF1, donc n'hésitez pas si vous avez des choses à dire, si vous souhaitez clasher l'éducation nationale, l'école actuelle, vous pouvez le faire justement parce que l'idée, c'est d'apporter des choses nouvelles et de Ouais, faire ouais, pousser les gens à réfléchir. mais il y a une logique. On est face à un dinosaure. On est face à 1 million de salariés, 750 000 élèves en face. Je pense pas que ça puisse changer comme ça du jour au lendemain, mais par contre ça change. Moi, j'ai plusieurs exemples, hein. Il y a par exemple la directrice de la DGESCO. La DGESCO, ministère de l'Éducation nationale, vous savez ce que c'est? Pour Mmh. ceux qui ne connaissent pas, c'est le département innovation éducation. Qui est venu 2 fois, à 2 reprises au Festival pour l'école de la vie, qui à un moment donné m'a passé un coup de fil, ça remonte à 1 an, justement pour, qu'on discute, parce qu'elle avait besoin de comprendre pourquoi il y a autant de monde. Il y a quand même entre 10 et 15 000 personnes qui viennent et donc elle voulait comprendre et elle m'a dit qu'elle, en interne, depuis 20 ans, elle essaye de faire changer les choses dans notre sens. Oui, mais on est d'accord, Julien, que finalement, quand on veut faire les choses, on peut s'en donner les moyens. Quand on veut faire changer les choses, par exemple, et transformer le pays en Startup Nation, là, on a des gens qui œuvrent pour ça. Il n'y a pas de Ouais, souci. Donc, est-ce mmh, que, d'une certaine manière, c'est pas voulu de laisser les gens comme ça, voilà, sans être complotiste, hein, mais finalement de ouais. laisser le système éducatif tel qu'on le connaît? Parce qu'en réalité, on a les moyens de faire bouger les choses quand on le veut vraiment. Oui, oui, en tout cas, il y a de quoi se poser des questions. Moi, je vous rejoins un peu dans l'idée de se dire que, c'est quand même plus simple d'avoir une population qui réfléchit pas, plutôt que d'avoir une société avec des individus qui sont bien dans leur peau et qui réfléchissent, forcément, parce que, du coup, on serait amené à consommer aussi de manière très différente. Si on remonte, il y a un siècle en arrière à peu près, hein, quand l'école a été créée, il faut se rappeler qu'à l'époque, on a créé une école pour former des ouvriers Exactement. et donc le système en lui-même, quand on regarde de très près, il n'a pas vraiment changé. Maintenant, on forme des gentils, citoyens consommateurs, hein. Donc oui, oui, je vous rejoins là-dessus
Par contre, là où c'est peut-être mon côté trop optimiste et positif, je sais pas, mais comme j'ai le nez dedans et que je vois beaucoup de choses et que je rencontre beaucoup d'acteurs qui se mobilisent, moi, ce que je vois, c'est que c'est en train d'évoluer dans le bon sens, sauf que c'est long. Je vous donne un exemple. Quand j'ai créé ma boîte en 2003, je vous disais, quand j'allais voir le monde de l'entreprise, on disait que j'étais une secte. Et maintenant, dans le monde de l'entreprise, on fait du yoga, de la méditation, on parle de sophrologie, d'hypnose, et cetera. Oui. Donc il y a 15-16 ans qui sont écoulés. Et j'ai envie de me dire ça, en fait. J'ai envie de me dire que comme il y a une forte demande de la population, que ce soit les enseignants, les parents ou les enfants, Mmh. que ça change, que ça évolue, de manière un peu différente que ce que c'est actuellement, le système, il est obligé de s'adapter au bout d'un moment. Donc en fait, dans 10 ou 15 ans, on sera obligé de venir à un système éducatif comme vous le préconisez. Ah ouais, pour moi, c'est quasiment sûr. Est-ce que ce ne sera pas déjà trop tard finalement pour, toutes les personnes déjà qui sont aujourd'hui à l'école et pour, tous les pays émergents qui, eux, n'attendent pas 10 ou 15 ans, hein, Ouais, apportent des changements dans leur pays, par exemple, je pense notamment aux pays asiatiques et qui prennent le ouais. dessus finalement dans le monde entier? Mmh mh. Oui, bah, on peut se poser la question, ça c'est sûr, hein. Moi j'ai toujours eu ce sentiment, depuis 25 ans que je me balade, quand je reviens en France, à chaque fois je me dis: «C'est dingue comme on a 15 ans de retard sur plein de choses». Mmh. Donc c'est vraiment à se demander s'il n'y a pas une volonté, comme vous dites, en France ou si c'est culturel tout simplement. C'est qu'on a du mal aussi à s'adapter aux changements et à mettre en place des nouveautés, hein, parce qu'on est je crois qu'on aime bien rester sur nos acquis, hein. Le français a du mal à changer de regard. Moi, je nous appelle la culture du non. Quand on va aux États-Unis, par exemple en Californie ou au Canada, ils sont plutôt dans la culture du oui. Mmh. Et alors, pour donner un exemple, c'est que généralement, quand vous demandez quelque chose à quelqu'un en France, on va vous dire non tout de suite. Alors qu'au Canada, en Californie, on va vous dire oui spontanément parce que on vous a rencontré et puis on vous fait confiance assez rapidement. On va dire, «certainly» et de toute façon, s'il y a pas de réponse tout de suite, il y a un double check. Donc on Ouais. aura de toute façon une solution. C'est ça et ça, c'est pour moi, c'est culturel. Donc heu, donc oui, peut-être qu'en Asie, ça peut avancer plus vite. On pointe souvent aussi du doigt les pays du Nord comme, la Norvège, la Finlande, qui auraient un système éducatif, plus évolué que le nôtre. Mais en même temps, on peut pas faire un copier-coller, c'est notre culture. Est-ce que vous pensez que les médias sont à la ramasse, totalement à la ramasse sur ces sujets-là d'éducation? Bah, la ramasse, je trouve que c'est un peu faible comme mot, sachant que mais en tout cas, c'est pareil, ça change. Moi, j'ai été étonné de voir, ces 5 dernières années dans, je sais pas, Le Figaro, dans Le Match, des articles sur la méditation, par exemple. J'aurais jamais imaginé ça il y a 15 ans en arrière. Donc c'est quand même des médias qui touchent, une grande partie de la population, qui est pas forcément férue de toutes ces techniques. Je vois Céline Alvarez qui a été pendant quelques années aussi invitée sur beaucoup de plateaux télé pour parler de l'éducation et de tout ce qu'elle a mis en place aussi dans son système, même si elle C'est a été vrai, déch c'est vrai, mais personnellement, je trouve que quand on l'invite sur les plateaux télé, comme ça a été le cas récemment, sur pour une émission talk show, je trouve qu'on la prend pas forcément au sérieux, vous voyez? On valorise pas c'est assez son possible. travail. C'est possible, mais ça fait parler d'elle. Ça fait parler d'elle, ça fait parler de ce qu'elle fait et c'est le plus important parce qu'elle passe quand même sur des médias qui ont un beau taux de couverture quand même. On parle de quelques millions de personnes à chaque fois, donc c'est plutôt bien. On voit aussi Mathieu Ricard, Christophe André, Alexandre Jolien qui Oui, sont c'est vrai, on les voit invités, régulièrement. assez régulièrement, donc ça y participe. Moi, je remercie aussi beaucoup, Nicolas Hulot, Yann Arthus-Bertrand pour tout le travail qu'ils ont fait pour nous sensibiliser à la planète. Parce que ça a été un peu les pionniers quand même. C'est eux, à mon sens, qui ont commencé à semer des graines et à avoir un peu ces prises de conscience qu'on a maintenant. C'est parce qu'il y a des gens comme ça qui ont fait le boulot il y a 15, 20, 30 ans en arrière. Yann Arthus-Bertrand arrive à financer ces fabuleux documentaires parce qu'il a, le soutien financier d'entreprises privées qui, Oui, l'aident en fait à tout développer à tout fait, ça. ouais. Oui, qui n'ont pas toujours été, pointés du doigt de manière très positive pour certaines, mais effectivement, oui, bah, oui, c'est comme ça que ça se passe, ouais. Enfin, en tout cas pour lui. Oui, en tout cas pour lui. On fait une petite pause avant de reprendre le fil de l'interview dans quelques secondes. Mais avant, j'aimerais vous rappeler que j'ai réalisé spécialement pour vous une masterclass complète pour vous aider à imaginer, réaliser et diffuser votre propre podcast avec une qualité professionnelle. D'ailleurs, vous êtes déjà très nombreux à avoir rejoint cette masterclass et à me faire des retours ultra positifs, comme Justine, qui partage son expérience avec nous. Voici son témoignage. Cela fait plus d'1 an que je cherchais désespérément une formation francophone pour créer un podcast de qualité. À la minute où j'ai suivi la vôtre, c'est inexplicable, mais un déclic s'est produit. En moins d'1 semaine et 2 nuits blanches, mon projet s'est progressivement concrétisé. Je suis actuellement en contact avec une web designer pour le finaliser.
Bref, je vous suis éternellement reconnaissante pour cet excellent travail qui me permettra de démarrer, je l'espère, une nouvelle vie professionnelle et je suis impatiente de lancer mon podcast pour le premier trimestre 2020. Waouh, merci infiniment Justine pour ce retour, c'est absolument génial. C'est exactement l'objectif que je m'étais fixé en réalisant cette masterclass. Et bien sûr, je suis très contente de lire ce genre de message et de voir que vous êtes totalement satisfait. Si vous aussi, vous souhaitez lancer votre propre podcast, mais que vous souhaitez le faire de manière professionnelle, en bénéficiant de tous mes conseils et ceux de mon équipe, eh bien sachez que vous pouvez encore rejoindre la masterclass. Et pour ça, eh bien rendez-vous sur le site lemanalshow.com/school ou cliquez directement sur le lien qui se trouve en bas dans la description. Vous serez redirigé automatiquement vers une présentation plus complète avec le programme détaillé. J'espère vraiment que cette masterclass vous aidera à réaliser un podcast de qualité dont vous serez fiers. Justement, puisqu'on parle un petit peu de financement, c'est vrai que réaliser un documentaire, ça demande quand même un certain budget. Comment vous avez financé le vôtre? Ouais, c'est marrant parce que si on m'avait expliqué ce que représentait le temps, l'énergie, de réaliser un film, je Vous pense que je l'auriez me serais sûrement pas fait. non, je me serais pas lancé dedans, non. C'est une super aventure, hein, mais c'est vrai que c'est extrêmement chronophage et énergivore. Et après, pour l'aspect financier, on se déplaçait là, pour le coup, essentiellement en France. Donc pour se déplacer en train, ça coûte pas une fortune quand on s'y prend, en temps et en heure. Si on avait besoin de dormir, on dormait chez l'habitant, donc c'est pas là où ça coûte le plus cher. Et puis pour interviewer les gens, il y avait pas d'équipe, donc j'étais seul ou Émeline était seule aussi, donc on partait avec un gros sac à dos et nos lampes. On avait à peu près, 20 kilogrammes avec nous, mais on n'avait pas un perchman, un caméraman en plus, donc forcément ça diminue aussi, drastiquement le budget. Donc c'est des budgets qui sont ridicules dans le monde du cinéma, mais vraiment ridicules. Quand on sait, d'après ce que j'ai compris maintenant, ouais, c'est plutôt des quelques millions d'euros qu'il faudrait pour réaliser un bon film. Est-ce que c'était par choix de votre part d'aller comme ça avec vos propres moyens ou est-ce que c'est parce que vous n'avez tout simplement pas pu trouver de producteurs pour financer le projet? Bah, c'est juste que j'ai pas cherché. J'ai pas été chercher des producteurs ou des maisons de distribution. J'ai Mais pas fait pourquoi? cette démarche. Pourquoi? Parce que, je trouve que c'est une perte de temps. Vous savez, c'est un peu comme les dossiers qu'on peut monter pour obtenir des subventions, que ce soit pour le festival ou pour le congrès. Nous, on est autofinancés aussi. On n'a pas été chercher des subventions extérieures. Ceci dit, là, entre parenthèses, on voit qu'on commence à atteindre des limites. Oui. Donc si on veut, que le festival continue, là, on se dit qu'il faut maintenant, il faut qu'on aille chercher des ressources extérieures. Donc vous Mais avez décidé de mettre toute votre énergie en fait dans la réalisation du documentaire plutôt que de perdre du temps, enfin de prendre du temps, parce que c'est pas forcément une perte, pour trouver un producteur qui pourrait le financer. exactement. D'autant plus qu'avec le film «C'est quoi le bonheur pour vous?», on avait quand même une belle réussite. C'est plus d'1 million de personnes qui ont vu le film. Ouais. C'est Félicitations déjà pour ça, parce que moi quand j'ai vu les ouais, chiffres, j'ai trouvé ça extraordinaire. 1 c'est million de fou, personnes, plus de ouais. 30 pays, c'est ça? Oh oui, facilement, ouais. Plus de 100 000 citoyens qui diffusent le film, parce que c'est des Incroyable. diffusions citoyennes, ouais. C'est une belle C'est ju réussite, hein. c'est juste dingue. Quand on a sorti le film, dans les 4-5 premiers mois, on avait 80 demandes par jour de Waouh. personnes qui voulaient organiser des projections. D'accord. Est-ce que vous avez réussi à rentabiliser justement ces 2 productions? Est-ce que vous gagnez quand même un peu d'argent, avec les 2 documentaires? Alors on gagne des sous, alors sur la partie cinéma, c'est-à-dire que alors c'est pas tout le temps, mais quand on arrive à passer des accords avec les cinés, on récupère 50 sur la billetterie, D'accord. ou sinon c'est sur la vente de DVD ou les fichiers numériques, donc en VOD. C'est la seule partie sur laquelle on peut se faire rembourser de l'investissement, mais je pense que pour «C'est quoi le bonheur pour vous?», c'est sûr, on est retombé sur nos pieds. Mmh. Ça, c'est une certitude. Pour l'école de la vie, c'est encore un peu tôt parce qu'il est sorti en avril 2019. On a sorti les DVD en décembre 2018, mais on a commencé à distribuer le film comme on le fait avec, C'est quoi le bonheur pour vous? En avril 2019, donc c'est encore un peu tôt pour vous dire, mais ça se passe bien. J'ai l'impression qu'on a pris à peu près le même cheminement que pour C'est quoi le bonheur pour vous? Et aujourd'hui, vous vivez grâce à ça? Non, du tout, non, parce que c'est une casquette en plus, comme je vous le disais, on a plein de casquettes, nous, ici. Entre, les événements du festival, le congrès, les films, l'agence Néo Bien-être qui accompagne les thérapeutes, la société Néhorizon avec les voyages. Ah oui, on fait aussi des séjours vélo, yoga et méditation où j'accompagne des groupes.
On organise des rencontres aussi pour des professionnels du bien-être dans une dizaine de villes en France. Mais finalement, vous développez justement plusieurs sources de revenus. Bah, vous réfléchissez vraiment comme un véritable entrepreneur, et j'ai envie de dire un entrepreneur moderne, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une stratégie, un système économique qui est beaucoup en vogue. On nous pousse beaucoup, justement, on nous parle beaucoup du fait de développer différentes sources de revenus pour être capable bah, justement de se faire plaisir dans des projets comme la réalisation de documentaires, etc., qui prennent peut-être un peu plus de temps à rentabiliser. Exactement. En tout cas, moi, c'est un des postulats de départ que j'ai eu quand j'ai créé ma boîte en 2003. Je me suis dit: «Il faut, à un moment donné, le seul modèle économique que je suis en train de créer avec Néhorizon ne pourra pas perdurer dans le temps. Il faudra qu'on trouve d'autres solutions justement pour équilibrer si à un moment donné le marché du tourisme ne se porte pas bien, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui puisse équilibrer». Vous aviez Et déjà cette vision-là en 2003. oui, oui. Et donc du coup, oui, oui, moi je pense que alors je savais pas que c'était la tendance, tant mieux parce que, enfin moi je trouve que c'est une bonne idée. Parce que, ouais, ça me paraît tellement évident, encore plus à l'heure d'aujourd'hui parce que, je trouve qu'il y a de plus en plus de digital nomades et d'auto-entrepreneurs, en fait, qui se lancent, donc de prestataires de services. Même moi, dans mon entreprise, je trouve être encore un peu, sur un modèle économique qui est assez rare, hein. C'est la plupart des gens avec qui je travaille sont des prestataires de services. C'est Oui, pas forcément vous des faites appel à des freelances, par exemple, des prestataires exactement, ouais, externes, c'est ça. ouais. C'est ça, ouais. Et ce qui était pas le cas, oui, en 2003. En 2003, moi, j'avais 6 salariés dans la boîte et on parlait pas encore de tout ça, quoi. Mmh. Et j'ai vite vu, je sais pas, c'est peut-être une intuition, je me suis dit: «Mais ça me paraît plutôt pertinent et intelligent de fonctionner de cette façon». Et plus les années passent et plus on a beaucoup, beaucoup de prestataires qui bossent avec nous. Ouais, ouais, moi je trouve que justement c'est un système très intéressant. C'est quelque chose qui revient souvent dans le podcast. J'ai notamment reçu Olivier Roland qui nous en a beaucoup parlé. Enfin, vraiment des entrepreneurs à succès qui mettent en avant l'importance vraiment de diversifier ses revenus, ses sources de revenus pour être à l'aise et faire vraiment ce qu'on aime dans la vie, hein. Alors, Exact. j'ai aussi une question assez précise parce que finalement, on peut se dire que les mots business et éthique, bah, ça va pas forcément bien ensemble. Est-ce que pour vous, ce sont des mots 2 mots qui peuvent fonctionner ensemble? Mais ça, c'est une réflexion qui est française. C'est vrai, mais j'ai beaucoup entendu, cette phrase Ouais. revenir très souvent, oui, oui. Bah, oui, oui, mais ça, on vous dira jamais ça aux États-Unis, ou au Canada ou en Angleterre ou dans ces pays-là, hein. C'est vraiment très, très français. Une fois de plus, c'est notre culture, hein, encore plus quand vous êtes dans le monde du bien-être et du développement personnel. Ouais. Gagner de l'argent, c'est vraiment tabou. On parle enfin, la notion d'argent en France déjà est très tabou, qu'on a beaucoup de mal On a de parler de beaucoup de ça. mal à parler d'argent, en effet. Ah ouais, ouais, c'est très compliqué donc moi, pour moi, non, absolument pas, parce que business et éthique, sont complètement de pair et au contraire, je préférerais qu'il y ait, des centaines de milliers d'entreprises éthiques qui gagnent de l'argent, parce que ça participerait justement à un changement, positif dans notre planète. Mais je trouve Heu, ça exceptionnel, en fait, de pouvoir faire, en sorte d'apporter une contribution positive, avoir un réel impact positif dans la vie des gens et en plus gagner sa vie à travers ça et il faudrait justement que ça rentre un peu plus dans les mœurs. En fait, ce qui fait défaut à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'on est dans un système qui nous enferme dans un seul et même modèle ou dans une seule et même boîte. Oui, c'est Et ça. c'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être réellement qui on est. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, et moi c'est ce que je découvre dans mes activités, arrivé à 50 ans, eh ben, il y a un burn-out, ou il y a une prise de conscience, ou il y a un déclic, parce que ces personnes-là se sont occupées de leurs enfants, ils sont occupés de leur mari ou de leur femme, ils ne sont surtout pas occupés d'eux, ils ont Mmh. mis tout ça de côté, et un jour, paf, il y a un déclic. Alors ça peut être un accident, ça peut être un burn-out, ça peut être une personne qui décède autour d'eux, ça peut être tout et n'importe quoi, mais il y a un déclic, et généralement ça arrive à 50 ans, et là du coup, ça y est, ah, ils ont envie de donner un sens à leur vie, ils ont envie d'être plus en connexion avec leurs valeurs, avec qui ils sont profondément, et ils ont envie d'aider les autres. Alors que c'est dans notre nature profonde, c'est-à-dire que quand on observe un enfant, on voit qu'on a déjà tout ça en nous, en fait, de manière très innée et très, enfin, l'humain est comme ça. Mmh. C'est la société qui nous enlève tout ça ou qui nous met des couches. Et ce qui est compliqué après avec le temps, quand on est adulte, c'est de se déconditionner et enlever toutes ces couches. Mais elles sont toujours là. Donc c'est pas foutu pour les adultes qui nous écoutent. On peut reprendre en fait la vie sur soi, sur ce qu'on a envie de faire, on peut vraiment être acteur de notre vie, mais pour autant, il faut s'en donner les moyens. C'est important ce que vous dites, c'est vrai, je suis totalement d'accord avec ça et d'autant plus quand on ajoute le tabou de l'argent.
Encore une fois, les gens ont du mal à parler d'argent et on a l'impression qu'ils ont même peur de gagner de l'argent. Mais en fait, il faut arrêter avec ça parce que c'est se voiler la face. Parce que pour être efficace et vraiment impactant, à un moment donné, bah, faut trouver un business model qui soit viable. Donc, sinon, on va vite abandonner et se dire, bah, finalement, c'est plus la peine. Si on gagne pas d'argent, bah, on est juste un entrepreneur fauché, un artiste fauché, un écrivain fauché. Et on peut pas, en fait, vivre de cette manière-là. Et moi, je le dis souvent, et notamment à ceux qui nous écoutent, n'ayez pas honte, en fait, de gagner de l'argent avec vos projets. Et au contraire, moi, je vous souhaite de gagner beaucoup d'argent. Et je vous souhaite à vous, Julien, de gagner beaucoup d'argent. Surtout quand on voit l'impact, en fait, que le travail, l'impact du travail que vous avez, que vous effectuez tous les jours, en fait. Ah ouais, moi je vous rejoins aussi à 100. C'est, c'est quand on va voir un garagiste, on le paye, quand on va voir un dentiste, quand on va voir un médecin, on le paye, donc c'est on est dans une société qui tourne autour de l'argent, il faut pas se voiler la face, hein, c'est comme ça, quoi. À partir de là, c'est les questions qu'il faut se poser notamment, c'est comment moi je peux m'adapter au système et comment je peux faire en sorte justement de mettre à contribution mes excellences pour les autres. Et ça, on le voit, il y a plein d'études qui ont été menées, notamment quand je me suis intéressé au film C'est quoi le bonheur pour vous? J'ai rencontré plein de scientifiques, plein d'acteurs qui se penchaient sur cette question et il y a plein de choses qui en découlent évidemment, mais un des points qui ressort de tout ça, c'est qu'à partir du moment où on met à contribution nos excellences pour le bien commun, pour les autres, c'est-à-dire qu'on est utile pour les autres, pour la société, c'est là où on commence à tendre vers le bonheur. En tout cas, c'est une belle piste pour justement atteindre le bonheur. Votre Ouais. travail à travers les documentaires et le festival vous ouvre de nouvelles opportunités, de belles opportunités même, comme celle de devenir speaker, puisque vous avez animé un TEDx à Narbonne en 2018, c'est bien ça? Ouais. D'ailleurs, lors de ce TED Talk que j'ai regardé, on voit à quel point vous êtes ému de vous dire que voilà, vous en êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui. Quelle est Ouais. la leçon que vous pouvez retenir finalement de tout ce chemin parcouru? Mmh. Je me rappelle quand j'ai préparé le TED, on est coaché, il y a quelqu'un qui nous accompagne Oui. et j'étais en Belgique pour, des conférences, enfin non, pour des projections du film C'est quoi le bonheur pour vous? Et je me rappelle dans un bar, en fait, je me suis mis à pleurer en révisant mon TED et c'est là où j'ai pris conscience que j'avais le parcours, en fait, que j'avais fait jusqu'à présent et j'ai appelé, Sandrine qui me coachait et je lui ai dit: «Sandrine, là, ça va être compliqué, là, je viens d'avoir une prise de conscience et j'arrête pas de pleurer, c'est génial, hein, je suis très heureux, mais c'est compliqué». Et elle me dit: «Mais t'inquiète pas, c'est génial, si tu dois pleurer aux têtes, pleure parce que justement on a besoin qu'il y ait des émotions qui circulent», donc je dis: «OK, d'accord». Vous montrez une forme de vulnérabilité finalement. Ouais, sûrement, ouais. Mais c'était pas prévu, hein. Quand je suis monté sur scène, ce qui s'est passé pour prendre le TED, c'est que Sandrine qui me présentait, avant de monter sur scène, m'a présenté d'une manière très élogieuse et je m'attendais pas à ça et donc du coup ça m'a fait pleurer déjà en montant sur scène. Et donc, je l'ai pris dans mes bras en lui disant: «Sandrine, tu es vache quand même, là, ça va être compliqué, quoi». Donc j'ai demandé au public, avant de commencer le TED, que je prenne un peu ma respiration, avant de commencer mon talk et pendant le talk, j'ai eu une deuxième vague d'émotions qui est revenue parce que, ouais, je trouve ça dingue, en fait, je trouve ça dingue d'en être là, d'en être arrivé là, quoi. Si un jour on m'avait dit dans ma chambre de bonne que je serais là aujourd'hui à discuter avec vous, j'aurais jamais cru ça. Comme quoi, c'est un très beau parcours et puis, tout est possible. Vous Ouais. avez, réalisé, plusieurs de 2 documentaires, vous avez fondé un festival, vous êtes entrepreneur, vous avez des agences, vous faites des speaks aujourd'hui. Est-ce que finalement tout ce que vous faites aujourd'hui contribue et participe à votre bonheur? Ah mais complètement. Complètement, c'est même un choix de vie, hein. Moi, je le dis souvent aux thérapeutes qui se lancent, c'est: «Oubliez pas que vous allez faire un choix de vie». C'est pas juste, «Tiens, je vais être thérapeute et je vais m'occuper des gens». Non, en fait, vous êtes d'abord un chef d'entreprise, donc si vous avez envie de développer votre activité, vous allez y passer du temps et de l'énergie si vous voulez faire convenablement les choses et donc dans ce sens, pour moi, c'est un choix de vie. Donc je suis très heureux d'avoir fait ce choix. Je suis très heureux d'être tombé, sur ma compagne, qui partage, mes valeurs, mon éthique, qui est naturo et qui, elle-même aussi organise pas mal de stages un peu partout, donc heureusement, parce que sinon on se verrait pas beaucoup. Très, très important d'avoir le soutien de son entourage. Ouais, ouais. Est-ce que vous avez lu le livre «Réfléchissez et devenez riche»? Oui, bien sûr, Ouais, Napoleon Hill qui est une référence exactement. pour moi. Je le relis assez Ouais, régulièrement. ouais. Moi aussi, je trouve que c'est la bible de l'entrepreneuriat. Ouais, c'est On devrait vrai. le recommander à tout le monde Pour avoir le et je bon trouve mindset. exactement et être bien entouré, donc y compris, avoir un chéri ou une chérie, qui nous soutient et qui partage nos valeurs, avec qui on avance main dans la main, c'est quelque chose de très important, ouais. Ah oui, moi je suis heureux, je suis tellement excité de me lever tous les matins, je me force d'ailleurs, hein.
je me force à pas prendre mon téléphone tout de suite le matin parce que sinon, je serais dessus, dès 4-5 heures du matin. Alors c'est quoi pour vous la suite, Julien? Après tout ce que vous avez accompli, quelle est la suite Ouais. pour vous? J'ai une liste sur mon bureau de 17 projets. Ah, c'est précis. Ouais, C'est comme ça qu'on réussit à les atteindre d'ailleurs, en étant mmh. précis. D'ailleurs oui, parce qu'on d'ailleurs je me rappelle, si je dis pas de bêtises, l'avoir lu dans «Réfléchissez, devenez riche», Ah oui, totalement, oui. j'avais lu ça. Objectif très précis, définir quelque chose un but précis à atteindre, avec des Exactement, chiffres, des indicateurs, voilà. c'est ça, Donner le maximum de détails. Donc du coup, sur exactement. cette liste de 17 objectifs, quel est le premier par exemple sur votre liste? Bah, là, on est en train de le terminer, c'est le jeu de cartes «C'est quoi le bonheur pour vous?». D'accord. Pour Qui moi, va c'était bientôt important. sortir? Ouais, qui va sortir, je pense, la fin février, début mars. Donc ça, c'est un projet que je vais me faire un malin plaisir à rayer sur ma liste. Il y a un projet de faire un troisième film avec, Laurent. D'accord. On va préparer le scénario pendant toute l'année 2020 et puis après, en 2021, on va se lancer dans la production du film et il sortira, si tout va bien, en 2022. D'accord, donc prochain film 2022. Exactement, si tout Très va bien. bien, si tout Toujours va bien. En tout difficile, cas, je hein, vous le de donner des souhaite. dates. Merci. Est-ce que, vous avez pensé à écrire un livre? Oui, 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 j'ai été sollicité, par la maison d'édition Hachette, Mmh. qui m'a demandé d'écrire un bouquin, ça fait 2 ans et ils me suivent toujours, hein. Je leur ai dit qu'il fallait qu'ils soient patients. Ils me disent: «Il y a pas de souci, on est patient, t'inquiète pas, on attendra le temps qu'il faut». Donc je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que quand c'est le moment pour moi, généralement après ça va assez vite. Je suis plutôt un homme d'action et donc intuitif et donc quand je sentirai que c'est le bon moment, ça va pas mettre beaucoup de temps, je pense, pour que Et je crois que c'est quand même l'une des clés de la réussite aussi. C'est de passer à l'action très rapidement sans trop réfléchir, parce que sinon, évidemment, on va se focaliser sur tous les aspects négatifs et on va prendre peur. Non, le truc, c'est vraiment d'y aller et puis voilà, on verra bien ce que ça va donner. Pour vous, en tout cas, ça vous a réussi. Et moi, la leçon que je retiens finalement de tout cet entretien que j'ai pu avoir avec vous, c'est que il faut pas avoir peur de faire les choses, d'investir du temps, de l'énergie et même de l'argent, parce que si on le fait vraiment avec les bonnes valeurs, avec une éthique, avec une bonne intention, et ben finalement, on récolte énormément de bénéfices et de choses positives. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des opportunités incroyables pour pouvoir réaliser un troisième film, écrire un livre, faire des conférences et même faire marcher votre agence qui vous rapporte de l'argent. Donc finalement, c'est ça, c'est de faire les choses, mais faire les choses vraiment avec des valeurs et les choses qui nous correspondent. oui, moi je dis souvent de faire les choses avec le cœur. C'est ça, faire les choses avec le cœur, tout à fait. Merci beaucoup en tout cas Julien Perron d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Le but c'est de mieux vous connaître. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêt? C'est parti. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin? Du yoga, Quel est le dernier livre que vous avez lu? l'âme du monde, Vous dormez combien d'heures par nuit? 7 heures, Quel animal vous représente le mieux? le chat, Quelle est votre plus grande peur? de mourir noyé. Quel est votre film ou documentaire préféré? J'ai beaucoup aimé Into the Wild, Quel livre offririez-vous en premier? la prophétie des Andes, Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres? la non-franchise, À qui envoyez-vous le dernier SMS avant de monter dans l'avion? ma chérie. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer? Loin de tout, dans des lieux, que je peux pas citer, sinon il y aura trop de monde. Très bonne réponse. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie? Je crois en l'engagement et en l'utopie. Si vous disposiez de 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous? Sur moi, De quel luxe vous ne pourriez absolument pas vous passer? de voyager. Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table, disons pour un déjeuner, n'importe qui sans limite, qui choisiriez-vous? Ma mère, Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité? d'être franc, Et selon vous, quel est votre plus grand défaut? d'être franc. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir? Je suis blotti contre ma chérie. Merci beaucoup Julien Perron d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci pour cet entretien qui était vraiment très intéressant. Et je vous remercie aussi pour tout le travail que vous faites aujourd'hui avec toutes les personnes qui vous accompagnent, parce que c'est vraiment très très important. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui souhaiteraient vous contacter ou en savoir davantage sur vos projets, où peut-on vous retrouver? On a 7 sites internet, donc Oui, il y en a beaucoup. ouais, il y en a beaucoup. Le plus simple, c'est, notre adresse mail, c'est info au singulier,
neobienêtre.fr, ça s'écrit NEO comme néo, tout attaché bien-être.fr, ou nous appeler, c'est le 04 34 00 63 06. Et bien sûr, les 2 documentaires que vous pouvez toujours regarder, c'est ça? Ça dépend des diffusions dans différentes villes? Oui, parce que c'est les citoyens qui organisent des projections, donc on a créé une carte, il suffit de taper projection, c'est quoi le bonheur pour vous? Et vous allez tomber sur une carte qui répertorie les 2 films. Et sinon, le mieux, c'est soit d'acheter le DVD, soit la version numérique, parce Tout que à fait. comme Pour se faire une projection à la maison. Exactement. Très bien, mais en tout cas, moi, je vais partager toutes les références sur le site lemanalshow.com et je vais vraiment prendre soin de mettre les 7 sites internet. Voilà. Donc, si vous voulez des informations, n'hésitez pas à aller sur le site lemanalshow.com. Et je vous remercie encore une fois, Julien Perron. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci beaucoup, plein de bonheur pour vous. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous les 3 meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Julien Perron. Conseil numéro 1, agissez rapidement sans trop réfléchir. En général, le fait de se poser des tonnes de questions, c'est absolument contre-productif. Ça nous empêche réellement d'avancer. La différence entre les personnes qui font des choses et les autres, c'est tout simplement leur capacité à passer à l'action, même si leur projet n'est pas tout à fait abouti. De toute façon, la perfection n'existe pas. Donc au lieu de vous focaliser uniquement sur toutes ces choses à améliorer, concentrez votre énergie sur la mise en place de votre projet, aussi imparfait soit-il, pour passer rapidement à la prochaine étape. C'est un enseignement qui revient très souvent dans ce podcast, et l'exemple de Julien Perron ne fait que confirmer cette règle. Peu importe ce que vous souhaitez entreprendre, faites-le le plus rapidement possible, sans trop vous poser de questions. C'est la pratique qui compte. Rappelez-vous que les compétences et la maîtrise s'acquièrent avec l'expérience. Conseil numéro 2, multipliez vos sources de revenus. C'est une stratégie très efficace pour s'assurer d'avoir des rentrées d'argent régulières sans mettre en danger son équilibre financier. Du coup, ça vous permet aussi de vous investir dans des projets qui vous tiennent vraiment à cœur, mais qui ne sont pas forcément rentables tout de suite dans l'immédiat. Le fait d'avoir différentes sources de revenus vous assure une certaine tranquillité d'esprit. Parce que si un business va mal, il y aura toujours autre chose pour compenser. Et c'est valable que vous soyez freelance ou salarié. D'ailleurs, je pense même que ce modèle tend à se développer dans les années à venir. Et c'est plutôt cohérent parce que nous avons tous des talents et des compétences différents qui ne demandent qu'à s'exprimer. Donc ça nous pousse à miser davantage sur nous-mêmes, sur notre potentiel et à gagner une certaine forme d'autonomie. Et enfin, conseil numéro 3, construisez et entretenez votre réseau. Dans la vie, on n'y arrive jamais seul. Et Julien Perron nous a très bien expliqué comment le fait de construire son propre réseau l'a aidé à passer au niveau supérieur. Ça lui a permis de rencontrer de vrais experts référents et influents dans le domaine de l'éducation pour approfondir ses connaissances et développer des projets pertinents qui profitent aujourd'hui à des milliers de personnes. Et c'est exactement ce que je fais également à travers ce podcast. Donc n'ayez pas peur d'aller vers les autres et surtout d'être exigeant en ce qui concerne la qualité de vos relations. Rappelez-vous que c'est le plus grand facteur d'épanouissement personnel selon le psychologue Robert Waldinger. Entourez-vous de personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous et faites l'effort d'entretenir votre réseau à travers de petites actions qui auront un énorme impact sur la durée. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée et laissez-moi un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé, parce que ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours. Le Manal Show est présent sur toutes les plateformes d'écoute, donc vous n'aurez aucun problème à me trouver, alors je compte sur vous. Si vous souhaitez aller encore plus loin, je vous donne rendez-vous tout de suite sur lemanalshow.com pour rejoindre gratuitement le club privé et recevoir ainsi tous les contenus exclusifs que je réalise pour vous chaque semaine. Je vous envoie précisément 2 mails privés par semaine dans lesquels je partage des choses un peu plus personnelles et les étapes clés de mon parcours dans le but évidemment de vous apporter toujours plus de valeur ajoutée. C'est aussi sur lemanalshow.com que vous trouverez toutes les masterclass pour approfondir vos connaissances dans différents domaines, comme apprendre à mieux gérer votre temps pour devenir plus efficace,
ou encore lancer votre propre podcast avec une qualité professionnelle. Vous êtes déjà nombreux à rejoindre ces masterclass et à me dire à quel point vous appréciez le côté ultra concret des enseignements que je partage avec vous. Eh bien, c'est exactement mon objectif, puisque j'ai choisi de partager avec vous toutes les connaissances que j'ai acquises en dehors du système scolaire et que j'aurais aimé connaître à mes débuts. Donc si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur lemanalshow.com/school. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!